Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Cette semaine, je vais aborder l'actualité en Haïti, pays dont on ne parle pas souvent, y compris dans ces chroniques. Je vais en parler parce que, bien sûr, au-delà de la situation tragique, catastrophique que connaît ce pays depuis tant d'années, liée à la fois à l'instabilité politique, l'emprise désormais quasiment monopolistique des gangs et de la criminalité organisée sur l'ensemble du territoire de l'île, les crises politiques à répétition, mais également les crises climatiques, les dérèglements climatiques qui affectent ce pays dans lequel la pauvreté est très très forte, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Eh bien, dans ce contexte-là, il y a ces dernières années eu plusieurs encore soubresauts, malheureusement, pour ne pas tous les citer, rappeler qu'aujourd'hui l'île vit une séquence politique qui s'est ouverte avec un autre événement tragique qui était l'assassinat en fait du président Jovenel Moïse. C'était en 2021, assassinat brutal, terrible, qui avait à l'époque marqué l'attention médiatique mondiale. Depuis ce moment-là, le pays est entré dans une énième crise politique dont il ne sort pas, avec une succession de premiers ministres qui ont été désignés par ce qu'on a appelé un conseil de la transition présidentielle pour organiser des élections qui ne se sont pas encore tenues. On parle aujourd'hui d'élections qui pourraient se tenir en 2025 si les conditions sécuritaires eh bien, le permettent. Et c'est là tout le sujet du jour. On a eu comme ça plusieurs premiers ministres. Celui qu'on connaît le mieux en général, c'est monsieur Ariel Henry, qui a été forcé, contraint à la démission il y a quelques mois en arrière cette année, et qui a laissé sa place à une autre personnalité bien connue, elle, des Haïtiens, parce qu'il avait déjà été Premier ministre dans les années 2010. Il s'agit de Gary Conille, qui, depuis le mois de mai, c'est pas très vieux, mai 2024, désormais, sur mandat de ce conseil de transition présidentielle, dirige le pays tant bien que mal. Et c'est lui qui doit accueillir eh bien, une nouvelle mission internationale de militaires qui vont venir prêter main forte à la police haïtienne pour tenter d'en finir avec la violence endémique et le contrôle surtout des territoires. On parle au Port-au-Prince de 80% de la capitale qui serait aux mains de la criminalité organisée, des gangs, etc. Et donc l'idée, c'est de les déloger et de récupérer le pouvoir d'un État failli, en réalité, sur les organisations criminelles dans toute leur diversité qui contrôlent 80% de la capitale, mais aussi sont bien sûr présentes dans le reste du territoire haïtien. Donc on parle vraiment d'un pays confronté à une crise multifactorielle, mais aussi un pays d'un État failli, où l'État n'a plus le pouvoir en réalité sur le territoire et les populations qui y vivent. Donc l'idée, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné encore un nouveau mandat pour une mission internationale. Alors cette fois-ci, c'est plus directement l'intervention des Américains, par exemple, dont l'île est coutumière, si je puis dire, qui est en place. D'ailleurs, l'administration démocrate de Joe Biden a dit qu'elle ne voulait surtout pas avoir en plus à gérer ce dossier haïtien prise dans tellement de difficultés au niveau international. Donc les Américains ne veulent pas aller sur place avec leurs militaires. Donc on a trouvé une autre solution qui a été validée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MMAS, qui eh bien, est sous commandement kényan. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler. Le Kenya, qui est un État proche des États-Unis sur le plan politique et géopolitique, qui est appuyé, qui s'appuie sur Washington, qui sert les intérêts de Washington dans la région en Afrique. Et donc c'est le Kenya qui s'est vu mandaté pour finalement eh bien, diriger une mission de militaires, approximativement 2500 hommes sur le papier, qui viennent de plusieurs pays un petit peu atypiques, si je puis dire, et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler, parce que sous le commandement kenyan, on trouve des forces qui ne sont pas issues des puissances occidentales traditionnelles, États-Unis ou France par exemple, pour ce qui concerne Haïti, mais des forces qui viennent du Bangladesh, du Tchad, du Bénin, des Bahamas ou de la Barbade. Et c'est ces hommes qui vont venir, disons, prêter main forte à la police sous le commandement du Kenya. Et eh bien, au moment où j'enregistre cette chronique, à peu près 200 soldats kenyans sont arrivés à Port-au-Prince, qui ont rejoint déjà d'autres soldats déjà présents. Et cette mission se met en place. Elle avait été mandatée pour un an, normalement jusqu'à l'automne-octobre 2024. Potentiellement, cette mission pourra être élargie avec plus de temps en fonction des résultats. Et on est vraiment dans du tout sécuritaire, c'est-à-dire que les soldats, les militaires en question sont là pour se battre contre les gangs et les soumettre et démanteler en quelque sorte
les réseaux et les armements, l'armement bien sûr, de ces gangs présents dans toute la capitale. Ces gangs ont un pouvoir politique, ils maîtrisent la population, l'accès aux ressources, aux peu de ressources qui circulent sur l'île. Les populations dépendent d'eux pour se nourrir, pour se soigner, etc. Mais en plus, c'est eux, il faut le rappeler, qui avaient obtenu la démission de monsieur Ariel Henry il y a quelques mois. Donc c'est dire qu'ils ont le pouvoir politique et cette disons, mission MMAS a donc pour objectif de défaire les gangs, etc. Donc on est dans une séquence qui va être importante à suivre parce que Haïti peut encore de revenir dans les médias, dans le cœur de l'actualité en fonction de ce qui pourrait se passer dans la confrontation en fait entre ces militaires pour la plupart africains et donc les gangs haïtiens et c'est un élément assez nouveau. Donc c'est bien sûr du point de vue du Kenya un petit peu comme le Brésil en son temps, il y a quelques années en arrière, la démonstration d'une capacité de puissance, d'être capable de se projeter, de commander aussi des forces interopérationnelles quelque part, sur un terrain, comme on dit, eh bien les Kenyans montrent qu'ils ont cette capacité qui vous élève au rang de puissance au niveau international, militaire et sécuritaire. Et c'est ça évidemment l'objet de la démarche de ce pays. Il faut savoir que la présence des militaires kenyans en Haïti produit un débat et des oppositions au Kenya. C'est pas une décision qui fait l'unanimité sur place. Il y a même eu des manifestations au Kenya contre l'envoi des troupes là-bas en Haïti et notamment un parti d'opposition qui s'appelle l'Alliance Troisième Voie qui lui est fortement opposé à cela et au fait que le Kenya en quelque sorte eh bien, serve un petit peu d'homme de main ou en tout cas de force supplétive de Washington. C'est comme ça que c'est dénoncé, en tout cas au Kenya, dans, disons, cette situation haïtienne, loin du Kenya. Donc, c'est pas quelque chose qui produit disons, un consensus naturel dans ce pays. En tout cas, les Kenyans sont sur place. Et donc, les États-Unis, évidemment, appuient et accompagnent cette mission en matière de financement, etc., des soldats de cette mission internationale. Mais eux ne veulent pas mettre les pieds sur place. Alors, en forme de conclusion, il faudra voir ce que ça devient parce qu'il faut déjà, voir si cette mission est capable d'atteindre ses objectifs sur le plan sécuritaire et militaire et si elle est capable de les atteindre en respectant le cadre des droits humains et de ne pas, disons, être ensuite accusé d'exactions en tout genre parce que souvent c'est ce qui se passe dans ces situations-là et d'ores et déjà il y a des associations, je pense par exemple à Human Rights Watch, qui a exprimé des préoccupations sur les premiers agissements des soldats kenyans sur place, qui considèrent que déjà il y a un usage excessif de la force des soldats qui vont vers des comportements qui peuvent pousser même selon eux, ou peuvent déjà, disons, permettre de pointer des exécutions extrajudiciaires. Et bien sûr, cette spirale de la violence est toujours, disons, une catastrophe pour les populations locales parce qu'elle n'ajoute que de la haine à la haine. Et donc, c'est ça qu'il faudra suivre dans les mois qui viennent en Haïti. Mais aujourd'hui, il est clair que, par exemple, lorsque les populations haïtiennes manifestent à Port-au-Prince contre justement la situation politique ou pour exiger plus de nourriture, etc., il est vrai que la répression a été aussi menée par cette mission et donc il y a toute une matière à avoir certaines préoccupations sur ce qui va pouvoir se passer dans les mois prochains.